J'aime le cinéma quand il est spectacle. Là où nous, on a tourné, 4 siècles avant, t'as des hommes et des femmes qui s'enfuyaient. Et est-ce que tu considères que tu fais du cinéma politique? Partout où il y a eu esclavage, il y a des gens qui ont marronné, qui ont brisé leur chaîne. Le cinéma, c'est une manière de nous voir nous-mêmes. Cotonou Boy Show. Yonambe Nasty Nesta. Mes amis, on m'appelle Daniel cause I sleep where the lions eat. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Ce proverbe prend toute sa dimension dans l'œuvre de Simon Moutaïrou, rappelant avec force la nécessité pour les Africains de se réapproprier leur histoire, de la réécrire. Son premier film, Ni chaîne ni maître, marque une étape historique. C'est le premier film en France à aborder l'esclavage de manière si frontale, de manière aussi directe, en offrant un récit captivant et immersif sur la résistance des esclaves. À travers cette œuvre, Simon redonne une voix aux oubliés, célébrant leur force dans un survival intense qui plonge le spectateur au cœur de cette lutte pour la liberté. Nous sommes honorés de recevoir Simon Moutaïrou dans le Cotonou Boy Show. Ensemble, nous découvrirons son parcours. Nous allons explorer ses réflexions sur l'histoire, la culture et le pouvoir du cinéma en tant qu'instrument de mémoire et de transformation des consciences. Bonjour Simon. Salut, honneur réciproque, je suis très heureux de démarrer la tournée au Bénin avec toi, c'est fort. Bah, merci. C'était obligé qu'on te mette la main dessus. Nécessaire. Là, ça, c'était obligé. Alors, comment ça se passe? Écoute, le séjour? C'est le tout début pour moi, mais c'est une émission particulière. Mm. Quelque part, on va en parler, mais je crois que tout a commencé avec la porte du non-retour. On va en Et le parler. fait que toute cette histoire Mm. passe par le Sénégal, par l'île Maurice, par la France, Ouais. par Dakar où j'étais la semaine dernière et revienne à Cotonou, Ouais. ça boucle la boucle, donc c'est puissant. Bah, alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Simon Moutaïrou, franco-béninois, Mm. scénariste depuis 20 ans, Ok. réalisateur depuis 2 ans, Mhm. puisque Ni chaîne ni maître est mon premier film. Mhm. Amoureux de la littérature, de la musique, du cinéma, de l'art sous toutes ses formes, Mhm. de l'art comme médium politique, Ok. frapper les consciences, de l'art comme médium esthétique. Mhm. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Mhm. Qu'est-ce qui change notre rapport à la beauté? Voilà, je suis né dans cette passion, j'ai grandi dans cette passion et c'est un honneur pour moi de pouvoir porter haut cette passion aujourd'hui. Bah, écoute, c'est très bien. Alors, tu as grandi principalement en France Exactement. et tu as connu le Bénin. Quel est ton rapport au Bénin de base? Bénin, mon père, la famille Moutaïrou, Porto Novo, donc les étés d'adolescence, des moments forts hein, qu'on n'oublie pas, et en même temps, en tant que métis, forcément l'envie, quand l'âge adulte arrive, d'approfondir ces liens, de mieux connaître, de mieux comprendre. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Et vraiment, je suis à un moment charnière de ma vie où j'ai vraiment envie de me mettre aux histoires, au service des histoires d'ici, au service des narratifs d'ici, de raconter cette histoire. Et quelque part, tout le parcours que j'ai fait en France, tout ce que j'ai appris là-bas, aujourd'hui, je veux le mettre au service de notre culture. Service. Ok. Tu viens de le dire, tu as 44 ans. Donc, tu fais partie de cette génération hip-hop, en fait. Bien sûr, bien sûr. Quel type de jeunesse tu as eu? Ouais. Écoute, jeunesse de très bon élève. Ok. Je vais te dire la vérité, j'étais un très bon élève. J'avais mon père, Abdou Moutaïrou, il faut lui dédicacer dès qu'on peut le dédicacer, mais pour lui, les études, c'était extrêmement important et j'ai vraiment suivi ses directives. Du coup, c'est vrai que j'étais vraiment un très très bon élève. Ok. Et en même temps, j'avais la passion du basketball. Ok. Vraiment, j'ai vraiment rêvé très longtemps faire un centre de formation. J'étais en classe sport quand j'étais au collège. Ok. Donc j'étais vraiment passionné de basket. Avec mon frère Rémi, on connaissait les stats de tous les joueurs de la NBA par cœur. Et forcément, qui dit basket dit hip-hop. Donc moi, évidemment, et je sais que je parle à un connaisseur, voire plus qu'un connaisseur, mais tout le rap français, le rap US aussi à l'époque, l'album de Tupac qui a tout changé pour nous. Donc oui, j'étais un bon élève qui en même temps par le basket et par le rap aimait traîner dehors et se construire dehors. Et comment te vient ton amour du cinéma? Parce que j'ai vu que tu étais cinéphile très tôt. Écoute, j'aimais pas le cinéma du tout au collège. Ok. Je faisais pas du tout partie des gens dans mon collège qui aimaient le cinéma. Mais je fais la fête du cinéma
en 96 à Montpellier, parce que je suis né à Meaux, j'ai grandi à Montpellier. Et je veux aller voir Showgirls, tu vois, parce qu'on regardait tous Sauvés par le Gong. Ils étaient tous amoureux de la même fille de Sauvés par le Gong, là, tu vois, Elizabeth Hurley, tu vois. Et elle jouait une stripteaseuse dans Showgirls, donc tu vois, on voulait tous aller voir ce film. Et c'était complet, séance complète, parce que toute la ville voulait aller voir ce film. Fête du cinéma, on se dit, on est en bande, tu vois, on se dit, on va aller voir un autre film, on va voir Money Train, Wesley Snipes, mon idole avec Denzel Washington à l'époque, complet. Quasiment toute la bande rentre à la maison. Et on est 3, et on se dit, c'est la fête du cinéma, allons voir un film au hasard. Et on va voir un film au hasard. Et le titre, c'est un chiffre, Seven. Seven. Je rentre voir Seven, je suis en enfer. La ville de Seven, c'est l'enfer, la boîte à la fin, je spoil pas Brad Pitt, la boîte qui s'ouvre, et je sors de là, et je suis sous choc. Et ce choc-là devient vite une addiction, et là, je commence à regarder beaucoup de films, notamment les films de Spike Lee. Et c'est par le cinéma de Spike Lee, par Denzel Washington, que je tombe amoureux du cinéma. Ok, d'accord. Et à 15 ans, tu es au Bénin, en vacances. Tu découvres la porte du non-retour. Ça semble être un des épisodes qui est déterminant dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Je pense que quand on est adolescent, on est dans une forme de légèreté. On a envie de croquer la vie, on découvre les amis, les filles, les passions, voilà, c'est... mais je me rappelle très bien de la porte du non-retour et de l'émotion que j'ai ressentie sur cette plage. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et d'ailleurs, j'ai mis du temps à en parler à mon père, à ma mère. C'est vraiment quelque chose de très fort. L'horreur de la déportation, l'horreur de l'esclavage, sur cette plage, en plus, si belle. Et en même temps, tu vois l'horizon, tu vois l'océan, et tu devines que voilà, des familles ont été arrachées, déportées, jetées dans la cale du bâtonnet grillé, traitées comme pire que des animaux, pire que des objets. Et c'est vrai que ça me marque énormément. Ce que je vis à Ouidah, ce jour-là, je sais que c'est vraiment une de mes colères d'adolescent, avec peut-être la perte de gens jeunes, tu vois. Mais c'est vraiment des moments où j'ai senti quelque chose qui dépassait ma simple existence d'adolescent. Et tu parles de colère, mais c'était quoi cette colère? Est-ce que tu arrivais à mettre des mots dessus à ce moment-là? Oui, c'est quand c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'étais à Ouidah avec mes filles en février dernier. C'est ce qui se passe quand tu vois la manière dont ces êtres humains ont été traités, la violence, la déshumanisation, l'évidence d'une sorte d'inégalité des peuples. C'est cette colère-là, c'est la colère de savoir que l'être humain a été capable d'une telle horreur. Mais à l'époque, je me dis, j'ai un truc d'adolescent, je me dis, mais comment ils se sont laissés faire? Et c'est quelques années plus tard que j'ai compris que personne ne s'est jamais laissé faire. Qu'il y a toujours eu des résistants, des rebelles, des marrons, des marronnes. Et justement, à 20 ans, je pense, tu te confrontes à l'histoire des marrons. Et là, tu as un sentiment de fierté. C'est ça. C'est ça. Ça coche la case que j'avais pas encore totalement comprise quand j'avais 15 ans. C'est d'ailleurs une case historique qui est peu cochée. Je parle dans tous les pays, aussi bien en France, au Bénin, partout. C'est la résistance à l'esclavage. Tu as une sorte de figure comme ça, historique, éternelle de l'esclave. Mais non. Ils se sont battus, ils ont brisé leurs chaînes, ils ont affronté leurs maîtres, parfois ils ont tué leurs maîtres, parfois ils ont monté des communautés libres dans la nature, parfois ces communautés ont marché sur les villes et ça a donné Haïti. C'est arrivé au Dahomey, c'est arrivé partout en Afrique de l'Ouest, c'est arrivé dans la Caraïbe. Il y a même eu des marronnages à Nantes et à Bordeaux, des gens qui sont partis en ville. Donc en fait, partout où il y a eu esclavage, il y a des gens qui ont marronné, qui ont brisé leur chaîne. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le marronnage? Parce que effectivement, ici, on parle beaucoup d'esclavage parce qu'on a été un port de ce commerce. Mais c'est à travers ton film que l'expression marronnage, qu'on est sensibilisé à ça. Donc, c'est quoi le marronnage? Le marronnage, en fait, c'est un terme qui est antérieur à l'esclavage. On l'appelait en espagnol cimarrón, l'animal domestique qui s'enfuyait et qui retournait à l'état sauvage. Donc c'est vraiment un animal domestique qui s'enfuit dans la forêt. Et du coup, au temps de l'esclavage, quand des hommes, des femmes, des enfants réduits à l'état d'esclavage ont commencé à faire ça, on les a appelés marrons, puisque c'était des animaux qui revenaient à l'état sauvage pour l'époque. Et ce qui est très fort, c'est comme le terme de négritude, le terme de marron, c'est des termes qui ont servi à stigmatiser
Et aujourd'hui, on les prend, nous, et on en fait des termes de fierté, puisque, effectivement, le marron, la marronne, c'est celui qui brise ses chaînes. C'est celui qui affronte l'ordre colonial. C'est celui qui rebat les cartes de son destin. Et c'est ce que j'explique dans le film, ce qu'on montre dans le film. C'était très difficile. Pour faire ça, il fallait un courage hallucinant. Et j'ai juste voulu faire ce film pour rendre hommage à ce courage. Ok. Et la question dont on parlait tout à l'heure, dans le film, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Wolof. C'est ça. Oui. Pourquoi tu t'attendais à ce que je te pose cette question? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu m'as même invité pour ça. Tu as des origines béninoises. C'est ça. On a un béninois qui tourne un film sur l'esclavage. Mais pourquoi c'est du Wolof? C'est ça, parce que je suis un fou furieux et que j'écoute trop les historiens et les historiennes qui m'aident. En fait, la première version du scénario, Massamba s'appelle Olamide, et ça parle de Oyo, ça parle de ça parle de vraiment de héros qui sont Yoruba. Donc je veux faire un film sur le Yoruba parce que d'ailleurs ça me permet d'être ici, ça me permet de faire un casting ici, ça me permet de parler de cette lignée, de parler de cette puissance. Et en fait, une historienne mauricienne qui vraiment fait autorité au niveau mondial sur ces questions me dit il y avait très peu de Yoruba. Il y avait beaucoup de Malgaches à l'île Maurice, puisque mon film se passe à l'île Maurice, qui s'appelle l'île de France à l'époque, au 18e. Il y a beaucoup de Malgaches, il y a beaucoup de Wolof. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été déportés à partir de la côte Swahili, donc le sud-est, voilà, c'est ça. Mais il y a peu de Yoruba. Donc j'hésite. Je me dis, est-ce que je tords l'histoire ou pas? Est-ce que tu fais un peu de fiction? Voilà. mais en fait, cette histoire était tellement importante que je me suis dit, non, essaie de la respecter au maximum. Et du coup, pour le prochain projet, évidemment, je serai ici. Mais pour celui-là, j'ai fait mon casting à Dakar. Ok, d'accord. Donc, la précision historique a été très, très importante dans ta démarche. Sur tout le long, quelle a été ton approche pour récolter ces éléments historiques? Écoute, comme c'est une histoire qui a très peu été montrée dans le cinéma français, tu vois, autant on dit que les Américains ont fait plus de 70 films sur le sujet, dont des classiques, Amistad, Django, 12 Years a Slave. En France, il y a très peu de choses. Il y a quelques cinéastes caribéens qui ont fait des films, mais qui ont été très peu vus. Du coup, je me suis dit, sois le plus précis possible. Sois le plus documenté, inattaquable possible. Et ça s'est manifesté par une sorte d'orgie et d'obsession de la documentation. Donc j'ai des historiens, des historiennes qui m'ont aidé à l'île Maurice, au Sénégal, à Dakar. Moi, j'ai eu la chance, par ma famille, de filmer beaucoup de rituels ici. Il faut savoir que l'ère du vaudou, quelque part, s'est prolongée à l'époque jusqu'au sud du Sénégal. Donc l'animisme tchédo, sénégalais, il y a vraiment des ponts avec le nôtre. Mais j'ai quand même pris Khadim Silla, qui est un spécialiste de la spiritualité Wolof, qui m'a aidé. Et on a beaucoup travaillé avec les griots, parce qu'au Sénégal comme ici, c'est une histoire qui est peu écrite. Du coup, toute la partie spirituelle du film, c'est vraiment des griots qui nous ont aiguillés pour quelles étaient les apparences des dieux, des déesses, des ancêtres, parce qu'il y a toute une partie vraiment spirituelle dans le film. J'ai vu ça et je pense même qu'il y a une divinité qui se manifestait, que tu as choisi de faire apparaître par le visage de l'être aimé. Exactement. C'est Mam Guessou, qui est la Mami Wata du Sénégal, et qui apparaît au héros pour lui dire de se battre, pour lui dire de ne pas renoncer. Et elle lui apparaît avec les traits de l'être aimé. C'est un griot qui m'a dit que cette déesse pouvait apparaître soit comme une femme serpent, soit comme un tourbillon d'eau, soit comme l'être aimé. Ok, d'accord. Alors, ton film touche à un sujet qui est très sensible en France, comme tu le disais, à des sujets sensibles en fait, comme le Code noir, comme l'esclavage. Depuis sa sortie, est-ce que tu as senti au niveau du public soit une résistance ou une réticence ou des réactions, que ce soit des réactions de gêne ou... Comment ça se passe au niveau du public? Au niveau du public, je pense que ce qui se passe en premier, c'est une déflagration. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une certaine violence dans le film. Il y a une certaine frontalité dans le film. Le but, c'est de tendre un miroir qui soit pas complaisant et qui soit pas gentil. Du coup, il y a la déflagration de c'est arrivé. Le Code noir, on a fait ça. C'était le royaume de France. C'était Louis XV. C'était la richesse de la France. La France, c'est un petit pays. Sa richesse, ça a été l'esclavage et la colonisation. Donc, il y a une grande émotion et une grande force dans la violence de l'histoire telle qu'elle est ressentie. Du côté des afro-descendants, beaucoup de fierté.
Et mon pari, c'était que le film te fasse passer de la colère à la fierté, de finir sur une fierté, sur autre chose. Je veux pas spoiler la fin, mais de finir sur quelque chose qui nous grandit, parce que le cinéma parfois peut nous grandir. Du côté du public blanc, beaucoup de une forme de culpabilité, de waouh, c'est arrivé. Surtout que j'imagine que ce public, c'était pour la plupart, ça devait être pour la première fois qu'ils voyaient l'histoire telle qu'elle s'était passée. Ils se doutaient pas de ça, en fait. C'est clairement la première fois qu'ils le voyaient. En fait, dans un livre d'histoire, c'est désincarné. Moi, j'adore l'histoire. Il faut lire les livres d'histoire. Mais c'est désincarné. Là, c'est de la chair, c'est du sang, c'est des émotions. Donc oui, il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de waouh, comme un choc. Et là où je suis heureux, parce que c'était mon pari, c'était que je crois qu'à la fin, ces émotions diverses, colère qui devient fierté, choc qui devient émotion, elles se rejoignent à la fin du film, juste pour dire, mais pas avec des mots, pour dire c'est notre histoire. Il faut arrêter de la refouler, il faut arrêter de la mettre sous le tapis, il faut arrêter de faire comme si ça n'avait pas été existé. Confrontons-la, soyons courageux, regardons-la les yeux dans les yeux, tous ensemble, et confrontons-la. Et ça, c'est cool parce que c'est vraiment ce qui arrive avec le film. Et il y a une question que je me pose souvent quand je parle avec des personnes qui vivent dans la diaspora, par rapport à l'esclavage ou à la manière dont ils perçoivent l'esclavage. Tu remarqueras que la France n'a pas le même rapport à l'esclavage que les États-Unis, par exemple. Comment tu expliques ça ? Et que l'Africain non plus n'a pas ce même rapport avec l'esclavage que les Afro-descendants qui sont en France ou aux États-Unis. C'est une très bonne question. Il y a deux choses pour moi. Bon, la première chose, c'est qu'aux États-Unis, l'esclavage a eu lieu sur le sol américain. Donc il est impossible à nier. En fait, les gens qui descendent de cette histoire sont sur le sol américain. Certains sont aujourd'hui très puissants, culturellement et économiquement. Du coup, il y a une communauté qui est très puissante, qui veut raconter ces histoires, quoi qu'il arrive. Et du coup, ça a lieu. Le fait que, pour l'Empire français, ça a eu lieu dans des îles, entre guillemets, lointaines, le fait que... colonies, voilà, il y a un côté en marge. En plus, ce sont des hommes, des femmes, des enfants déportés à partir de l'Afrique. Donc, en fait, c'est morcelé. C'est une histoire française, dans le cas de mon film, à l'île Maurice, avec des gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Donc, il n'y a pas, aux États-Unis, le côté... quand Denzel veut faire ci, ou quand Spike Lee veut faire ça, ou quand, tu vois. Donc mais moi, je trouve ça très intéressant, et c'est un truc qui m'a beaucoup touché dans le parcours du film, c'est qu'il crée des cousinages. En fait, tu sens que le film, il touche dans la Caraïbe, que la Caraïbe dise, mais attends, c'était des Wolofs. Que ici, Wolof, Yoruba disent, attends, on a cette histoire-là, en océan Indien, donc par contre, c'est une histoire qui est à recomposer. Mais le film veut créer ça. Ok. Et je pense que tourner un film comme ça se passe pas, c'est pas de tout repos. Non, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des anecdotes? J'ai vu que tu as affronté des conditions climatiques difficiles, des cyclones, des tempêtes. Est-ce que tu peux nous en parler un pourtant, peu? Les Mauriciens nous avaient juré qu'il allait faire un calme, un soleil de chaque instant, tu vois. Ils savent pas bloquer la pluie là-bas parce que ici... Mais on a travaillé pour la bloquer avec... non, ça c'est pas passé. Non, en fait, on aurait pu être alerté que le réchauffement climatique allait changer la donne parce qu'on a tourné en mai-juin, mais quand on était en repérage là-bas en janvier, il y a un phoque qui venait de l'Antarctique. Comme avec le changement des courants marins, le phoque s'est échoué à l'île Maurice. Parce que tu vois, les routes ont changé. Donc on aurait pu se dire que peut-être que le beau temps... Il y avait quelque chose qui marchait pas là. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je suis heureux parce que ce déchaînement, il sert la force du film. Et Ibrahima, mon acteur, me disait, la nature se déchaîne parce qu'on lui prend quelque chose. Donc il faut qu'on l'honore. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce soit moi avec ma culture, Ibrahima avec sa culture, que ce soit les créoles mauriciens qui nous ont accueillis, on a beaucoup honoré la nature, les esprits, parce qu'on a tourné sur les routes de l'esclavage. On a tourné sur les routes du marronnage. Là où nous, on a tourné, 4 siècles avant, tu as des hommes et des femmes qui s'enfuyaient. Donc les esprits étaient encore là, les ancêtres étaient encore là. Et ils nous ont accueillis. Et je crois qu'une grande partie de la force du film vient du fait que spirituellement, on a une démarche sincère et une démarche de foi. Et ça, tu l'as senti pendant que tu tournais cette charge spirituelle? Bien sûr, je l'ai senti, je l'ai vraiment senti très très profondément. Déjà parce que moi, dans tout ce qu'on m'a toujours dit au Bénin,
il fallait respecter ça. Si tu le montres, il faut le respecter. Déjà t'es pas vraiment censé le montrer, tu vois ce que je veux dire. Donc on voulait vraiment respecter ça. Et c'est vrai que je te le dis parce que mon actrice l'a déjà dit. Elle est entrée en transe. Elle devait jouer une scène de transe. Ok. Et rapidement, on sentait qu'elle était dans un état particulier avant de tourner. Et en fait, quand elle a tourné, elle est vraiment entrée en transe. Et du coup, bien sûr, après, elle ne pouvait plus tourner. On n'a qu'une seule prise. Celle que vous allez voir dans le film, c'est une seule prise. Elle n'était plus en état de tourner. Mais oui, je pense qu'on était, je pense pas d'ailleurs, on était connectés avec les esprits de cette histoire qui étaient encore là au sud-ouest de l'île Maurice, où vivent les descendants des esclaves. Tu vois, le sud-ouest de l'île Maurice, c'est des Noirs francophones, mais leur animisme ressemble à notre animisme. Ok, ouais. Et quelle est la chose la plus éprouvante que tu aies connue sur ce projet? Je crois que c'est ça. Je crois que ce qui était très éprouvant, c'est le fait qu'on a tourné dans la boue et le fait que c'était un film qui était très physique. Mais franchement, j'avais pas le droit de me plaindre parce que je parlais de cette histoire, tu vois, de gens qui ont eu un courage, qui ont eu. Enfin, je voulais absolument pas me plaindre une seule seconde par rapport aux gens qui ont vraiment vécu cette histoire. Non, je crois que c'est ça, c'est le spirituel. Je voulais. Moi, je suis métisse, j'ai grandi en France, donc c'était d'être le plus juste possible sur le spirituel, sur l'animisme. Je voulais que on sente que ce film, que les personnes qui avaient fait ce film, ils avaient l'âme, une âme qui pouvait respecter cette histoire. Et voilà, ça c'était ma plus grande pression. Okay. Et qu'est-ce que ce projet t'a appris sur toi-même? Il m'a appris, je crois qu'il a éclairé mon destin sans en faire trop, mais c'est sincère. Je pense que à l'âge que j'ai aujourd'hui, l'honneur que j'ai eu de pouvoir porter cette histoire, la fierté que j'ai eue de sentir que cette histoire qui me dépasse de loin ait un tel écho sur le continent, Cotonou, Dakar, Paris, la Guadeloupe, la Martinique. En fait, elle m'a appris que tout ce que j'avais emmagasiné pendant ces années au sein du cinéma français, que tout ce que j'avais appris avait pour destinée de me permettre de servir cette histoire. Ouais. Okay. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens que quelque chose a changé après la sortie de ce film, je veux dire, dans ta place dans le game du cinéma français? Oui, c'est sûr. Moi, c'est sûr, parce que c'est vrai que il y a tellement peu d'histoires qui sont portées. Quand on parle de narratif, le narratif, quand tu as ta belle citation du début sur le chasseur, nous, on change de narratif. Nous, notre seule ambition, c'est ça. Il faut qu'avant notre mort, on ait réussi, notre génération, à changer ce narratif, par la littérature, par la musique, par le cinéma. Du coup, c'est sûr que moi, à titre personnel, forcément, comme le film a marché, ça me donne le pouvoir de continuer à changer le narratif. Ça me donne un pouvoir plus important. Et surtout, le film, son succès, parce que sur le papier, ces deux acteurs, Ibrahim Mbaye et Anadia Kherchandoum, qui ne sont pas des stars en France, le Wolof est la langue principale. Donc, c'était pas gagné qu'ils marchent. Donc, ce qui est génial, c'est que le fait que le film marche va permettre à plein d'autres. Ici au Bénin, ailleurs, à Abidjan, Dakar, là, faut voir la puissance de ce qui se passe en ce moment sur le golfe de Guinée. Ça va permettre de raconter ces histoires-là. Et il faut raconter ces histoires. C'est pas un hasard si les Jamie Foxx, les Idriss Elba, Denzel, si tous ils reviennent, ils ont besoin de recharger les batteries, mais pas pour eux. C'est parce qu'ici, il y a des histoires que le monde a besoin d'entendre. Donc c'est l'heure de raconter ces histoires. Ok. Et est-ce que tu considères que tu fais du cinéma politique? Est-ce qu'on peut dire que tu fais du cinéma politique? Forcément. C'est forcément politique quand ça touche à l'histoire avec un grand H. Parce que ça change l'ADN d'un pays. Tu vois, comment on se voit nous-mêmes. Le cinéma, c'est une manière de nous voir nous-mêmes. Donc, c'est sûr que c'est politique. Après, moi, j'ai vraiment grandi avec le cinéma américain. Donc, j'aime le cinéma quand il est spectacle. Quand il t'écarte les rétines, quand il fait battre ton cœur, quand tu es dans la salle et tu as une émotion physique, tu vois. Et du coup, je trouve que tu peux faire du cinéma politique, mais il faut jamais oublier que c'est pour une salle de cinéma et que la meilleure manière de changer un spectateur, c'est de l'émouvoir, de le coller au siège, de le faire pleurer, voilà, c'est comme ça. Je suis moins client du cinéma politique, cinéma de slogan. J'aime bien le cinéma. Et tu vois, j'ai revu récemment La Noire 2 de Sam Ben Ousmane. C'est magnifique. Donc c'est un film qui est très politique, mais c'est aussi une œuvre artistique. Et
de base, est-ce que c'est ça ton... Enfin, est-ce que... Comment le dire? Pour tes prochains projets, est-ce que tu vas rester dans cette ligne historique, dans le narratif? C'est vraiment ça qui te parle? C'est comme ça que tu te vois développer ta carrière ou tu te vois aborder d'autres sujets peut-être plus légers ou c'est vraiment ça ton ADN? Non. Okay. C'est sûr que je n'aborderai pas plus de sujets plus légers. Okay. Et c'est sûr que là, je voulais aller où ça fait mal, qui est l'esclavage, et montrer que non. L'esclave est marron, il est fier, il brise ses chaînes. Voilà. Donc ça, c'était important de commencer par ça. Après, je fais une série sur les pharaons d'Égypte et du Soudan, une série fantastique. Et après, évidemment, il y a beaucoup de sujets. Alors là, vraiment d'ici, de notre terre, qui sont très, très puissants. On a des dieux, on a des déesses, on a des super-héros, on a des super-héroïnes, on a une histoire de royauté incroyable. Donc, ça c'est intéressant ça. Ça promet. Ça, c'est l'objectif. Écoute, et aujourd'hui, quel est ton combat? Je crois que c'est celui de la fierté. Je crois que si j'englobe mon travail artistique, mon travail de père, parce que j'ai 2 filles, je pense que si j'essaie de penser à ce qui est le plus important, c'est la fierté de nos langues, de nos cultures, de nos visages, la puissance du continent, la puissance du panafricanisme. Voilà, cette fierté-là, cette puissance-là. Mon père, moi, m'en parlait pas mal quand j'étais adolescent. Il me disait, tu vois, et pourtant je suis métis, hein, mais il me disait, t'en es... Là, sois-en fier, mets-le tout au sommet de ce pays. Mais mon frère, il pensait qu'à celui-là. Mais moi, je pense à ça. C'est que nos beautés, nos fiertés, les amener le plus haut possible, les faire résonner le plus haut possible, en montrer la royauté. C'est ça mon combat et c'est ce que je dis à mes filles aussi. Voilà. Et dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, j'espère que j'aurai continué à changer de narratif en cinéma. Et après, ça déborde. Hein. Je pense que la littérature, la politique, tous ces champs-là, c'est des champs qu'il faut investir. Une question un peu plus curieuse, pas personnelle, mais curieuse. Comment tu finances ce film-là? J'avais intériorisé le fait que ce serait très dur de financer ce film. Parce que j'ai vu du film en 2009, il y a 15 ans. Donc j'attendais le succès du film, d'un film de ma filmographie pour me lancer. Boîte Noire. Je sais pas si tu vois ce film, qui est un film qui a beaucoup marché en France, un thriller, a cartonné. Et du coup, là, je me suis dit, ok, c'est le moment de sortir des cartons mon film sur le marronnage. Et j'ai eu la chance de rencontrer Shifumi Productions, qui ont fait Bac Nord, Novembre, tu vois, des gros films français, qui sont très audacieux, très courageux. Et du coup, ils m'ont permis d'aller trouver le financement du film. Canal+, Studio Canal, France 2, et l'avance sur recette, c'est-à-dire que en gros, le CNC. Voilà. Ok. En tout cas, félicitations. Écoute, merci. Félicitations. Au moment où on enregistre cette émission, je n'ai pas encore vu le film. J'ai hâte que tu le vois. Mais au moment où vous entendrez, où vous nous entendrez discuter, j'aurai déjà vu le film. Et pour la diffusion en Afrique, ça se passe comment? Écoute, ça c'était le moment magnifique il y a un mois. C'est que vraiment, tu vois, la date du 8 novembre est totale. C'est que 8 novembre, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, Abidjan, Kin, Cotonou, Lomé, Dakar, le Cameroun. Enfin voilà, on sent vraiment, on est sortis en même temps, très fort. Et c'était important pour moi, tu vois, c'était vraiment, je me suis battu pour ça et on est le plus exposé, le mieux exposé possible dans toute l'Afrique de l'Ouest. Écoute, nous sommes impatients de voir tes prochains projets. Déjà, longue vie ni chaîne ni maître. Et nous sommes impatients de recevoir tes prochains projets. Et j'espère que j'aurai l'occasion de te revoir, de discuter avec toi. Je te souhaite vraiment, au nom de toute l'équipe du Cotonou Boy Show et de Bip Radio, une longue carrière. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que tu penses des récompenses. Qu'est-ce que tu en penses Si ça peut permettre au film d'être vu davantage, c'est bien. Après, j'aime pas trop rentrer dans le jeu des récompenses parce que c'est assez arbitraire. Mais si ça peut servir un film, j'ai eu la chance, j'ai appris là, juste avant de venir, que mes 2 acteurs sont nominés au César dans la catégorie Espoir, les révélations. Ça va permettre de faire parler davantage du film. Ouais. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. C'est ce rapport que tu as. En tout cas,
beaucoup de nominations, beaucoup de récompenses et beaucoup de films, beaucoup de succès. Écoute, eh bien, merci, franchement, merci pour ta passion. Et évidemment, on aura l'occasion de reparler très vite, ça, je te le garantis. Merci beaucoup, Simon. Et à très bientôt. Bon vent. Ça marche. Cotonou Boy Show.